Bonsoir à tous et bienvenue sur Azure TV. Merci d'être au rendez-vous de votre émission d'entretien et d'opinion. Émission importante cette semaine parce que nous allons parler de sécurité routière, de prévention, avec des chiffres qui sont pour le moins inquiétants dans notre département, mais aussi au niveau national. Et pour en discuter, un expert, bien entendu, Jean-Louis Trani. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes le directeur de la prévention routière dans les Alpes-Maritimes. Je signale que de par votre parcours professionnel, vous avez travaillé aussi à la préfecture des Alpes-Maritimes et que vous connaissez donc ce problème sous des moindres angles, on va dire les problèmes d'alcool, de comportement, de limitation de vitesse. On va bien entendu parler de l'actualité avec ces trois tronçons qui sont expérimentés, qui vont être expérimentés avec sur les routes départementales une vitesse qui va être abaissée de 90 à 80 km/h. Vous nous donnerez votre avis et puis on parlera aussi dans cette émission des problématiques très proches, très propres même à notre région, à savoir les deux roues, les comportements, l'alcool qui pose parfois des soucis dans une région comme la nôtre où le climat est très favorable à l'utilisation des deux roues et la propension à faire la fête, là aussi très, très favorable à la consommation de drogue et de produits alcooliques. Vous retrouverez bien entendu vos chroniques traditionnelles, le 5 minutes pour convaincre avec des photos que vous commenterez, puis les réseaux sociaux en toute fin d'émission. La première des questions que j'ai envie de vous poser, Monsieur Trani, on voit que entre 2013 et 2014, on est passé dans les Alpes-Maritimes de 48 décès sur la route à 56. C'est une augmentation, 56 morts. D'aucuns diront que c'est peut-être pas énorme, mais quand on passe de 48 à 56, il faut réagir. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, si vous voulez, la préfecture a réagi depuis longtemps, puisque nous étions en 2012 à 61 tués. Nous sommes passés de 2012 à 2013 à 48 tués, ce qui a été quand même un gain de très bonne année. Magnifique, on va dire, en même gain. Si un mort est toujours un mort de trop. Un mort, c'est toujours un mort de trop. Un blessé, c'est toujours un blessé de trop. Mais on a pu épargner un grand nombre de vies grâce à un travail de longue haleine. On s'est trouvé confronté au niveau 2014 à une augmentation qui a été une augmentation au niveau national importante aussi. On va relativiser. Dans les Alpes-Maritimes, on n'est pas les meilleurs, mais grâce à un travail en profondeur, on a été le département de la région PACA où le nombre de tués a augmenté le moins vite. Il a augmenté, c'est triste qu'un nombre de tués augmente. C'est tragique. Mais c'est surtout lié à du comportement. Alors, en même temps, sans rentrer dans le débat ou en tout cas la polémique, est-ce que c'est pas non plus inévitable parce que les immatriculations augmentent, parce que le nombre de conducteurs augmente, parce que la population augmente, parce qu'aujourd'hui on a un accès très rapide aux deux roues. Dès qu'on a 14 ans, on peut avoir un scooter, les voitures sans permis, les vélos aussi sont comptabilisés dans ces chiffres de la mortalité routière. Est-ce que c'est pas finalement un combat qu'on ne pourra jamais gagner, celui du zéro décès sur la route, avec l'évolution des technologies et l'évolution des mentalités qui finalement ne va pas nécessairement dans le sens qu'on espère toujours. On privilégie les transports en commun, le train, les bus, mais finalement on se rend compte notamment dans notre région que les gens sont très attachés à leurs propres moyens de locomotion. Bien sûr. Zéro accident, zéro tué. Malheureusement, on n'y arrivera jamais, il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se voiler la face. Mais on peut se rapprocher d'un niveau bas en travaillant surtout la formation, la sensibilisation, sans oublier évidemment la répression. Mais au départ, si on a une bonne formation dans les écoles, quand les associations font des bonnes formations, de la bonne sensibilisation, il faut faire prendre conscience à l'automobiliste, aux conducteurs de deux roues, aux conducteurs de poids lourds, aux vélos, aux piétons, qui sont dans un espace partagé. Je ne suis pas propriétaire de ma voie parce que je suis automobiliste. Le deux roues, je ne suis pas propriétaire de ma voie, je suis en train de partager mon parcours. Alors, quand on a préparé cette émission, on a prononcé un mot qui était important, c'était le comportement, finalement, de l'usager de la route, de l'automobiliste, du motard, du cycliste. On va parler dans quelques secondes de la limitation de vitesse, qui est un point central dans la discussion entre les pour, les contre, le ministère de l'Intérieur, les forces de l'ordre. Mais le comportement, ça reste quand même l'essentiel. Vous parliez de répression et de formation. Finalement, le comportement de l'usager de la route, c'est peut-être ce qui sera salvateur pour l'avenir. Si chacun arrive à prendre conscience qu'il a
en responsabilité sa vie, mais celle des autres aussi, on arrivera à faire baisser ces chiffres de la mortalité sur la route. Le comportement est le facteur principal d'accident de la route. C'est l'humain qui va à l'accident, qui provoque son accident par ou en ayant bu de l'alcool, ou en ayant fumé des produits stupéfiants, ou se croyant aussi invincible, ou au-dessus des lois. Vous voyez, on parlait des limitations de vitesse. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé pas plus tard que ce matin. J'habite du côté de la Gaute, je suivais une route tranquille, une petite route de chez nous. Je me suis arrêté derrière un véhicule de transport en commun qui allait faire monter des enfants dans son bus. Ligne continue, je suis resté très tranquillement derrière. Bon, le temps. La voiture qui était derrière vous. 2 voitures m'ont dépassé sans se poser la question pourquoi il s'est arrêté. Oui, et donc là, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que finalement, ce comportement-là, évidemment, il a une conséquence pour la personne qui fait l'infraction, mais également pour les enfants qui vont monter, dans le bus. Ou qui sortent du bus et qui oublient qu'il y a une voiture qui, elle, ne va pas s'arrêter. Et donc aujourd'hui, si je vous suis, qu'est-ce que vous préconiseriez comme méthode? Intervenir dans les collèges, dans les lycées, au moment du permis de conduire? Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire sur le comportement? On parle de ces stages quand on s'est fait attraper pour l'alcool ou pour la vitesse, ces stages où on récupère les points, où on est confronté à l'horreur et à la réalité. Quand on voit les morts sur la route, quand on voit les dégâts que ça peut faire, il y a beaucoup de gens, pas tous, mais qui ressortent en disant... Là, j'ai vraiment eu une prise de conscience. Est-ce qu'à un moment, finalement, si au moment du passage de l'examen, on n'impose pas ces visions, j'allais dire d'horreur, mais en tout cas de réalité très crue, on ne gagnerait pas aussi à la responsabilité des citoyens, tout simplement parce que c'est de la citoyenneté? Alors là, vous êtes dans un département, on ne va pas dire exemplaire, mais qui travaille depuis fort longtemps en milieu scolaire. La prévention routière, comme la préfecture, travaille depuis les écoles primaires, collèges, lycées, à faire de la sensibilisation en direction des jeunes sur les risques liés à l'alcool, aux stupéfiants, au non-port de la ceinture, au non-port du casque, au non-port du casque, à la vitesse. Ouais, on les sensibilise. Il y a un gros travail de formation qui est fait. On travaille aussi en direction des entreprises. Mais arrivé à un moment donné, on va se trouver confronté à la personne qui dit « ça ne peut pas m'arriver ». Ça ne va pas m'arriver. Moi, je sais ce que je fais. Et c'est là où il faut qu'il y ait le petit côté prise de conscience, parce que un accident de la route, un blessé, derrière, c'est un drame humain. C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que finalement, c'est vrai qu'on est confronté très vite à des comportements, tant que ça ne nous est pas arrivé, finalement, on n'a pas conscience de ce que ça engendre. Mais un papa qui part le matin, qui dit au revoir à sa famille et qui ne rentre pas, en une seconde, finalement, le temps du coup de fil de la gendarmerie ou de l'hôpital pour dire, voilà, on a des vies qui basculent. Et c'est ça aujourd'hui, la réalité de ça, hein, des drames qui se passent sur la route, c'est que derrière, ça brise des vies. Alors, que faire en plus de ce qui est fait? Je crois que nous intervenons depuis quelque temps avec le parquet de Grasse dans les écoles. Là, dernièrement, on a été dans une école de commerce. Oui, donc là, on est en plus sur un public étudiant qui a le permis et qui est confronté à ses premières années sur la route. Et puis surtout, à cette partie festive. Exactement. Le jeudi soir, le samedi soir. C'est culturel, on ne peut pas faire. Mais c'est vrai, c'est une réalité, il ne faut pas la nier. Voilà, on ne peut pas faire une fête sans boire, alors qu'on peut faire une fête sans boire. Oui, surtout, on peut être 5 dans une voiture avec 4 qui ont l'autorisation de boire et le 5e qui conduit et qui ne boit pas. Voilà. Le fameux Sam. Vous avez touché le point où je crois qu'il faut qu'on fasse de la formation et de l'information. Ce soir, je suis Sam. Je vous ramène. Donc l'équipe, tranquille, il n'a pas bu, il va nous déposer tranquillement à la maison. Vous avez fait la fête. Vous avez à peu près bien bu, et vous devez être à peu près à 2 grammes, voire 3 grammes d'alcool. Et ça monte vite. Hein. Oui, ce qui est quand même un taux important, mais vous dites que... Écoutez, avec 8 verres, vous y êtes, hein, à 2 grammes. Oui, sur une soirée, ça peut être envisageable. C'est énorme, hein. Attention, on boit toujours de l'alcool avec modération, même si on ne conduit pas. Hein. Écoutez, on fait une simulation, on a fait une simulation au parquet de Grasse et à l'école.
Et les jeunes nous ont dit à peu près ce qu'ils buvaient. Et moi, au départ, j'ai servi Ça de vous a cobaye. surpris, la quantité d'alcool qu'un étudiant en soirée peut Ah, ingurgiter? écoutez, il y a eu 4 jeunes filles qui nous ont donné la quantité qu'elles avaient bu pour fêter quelque chose. Donc, Elles ont conduit derrière? non, elles étaient chez elles, tranquillement, elles nous Bon. ont expliqué. Mais la quantité, voilà. La quantité était là. Eh bien, on avait évalué, parce qu'on a un logiciel qui évalue à peu près la quantité d'alcool, elles étaient à 2,80 g, 3 grammes. Ah oui, donc on est déjà sur des... Et oui, sur, mais oui, sur des... avec 8 verres, vous y arrivez à 1,5 g, 2 grammes. Donc ça va vite, c'est ce que vous nous dites. Oui, ça va vite. Mais vous savez le temps qu'il faut pour les éliminer? Bah, il faut beaucoup d'heures, hein. Je crois que Il c'est faut- jusqu'au lendemain matin, hein, quasiment. Hein, écoutez, si vous couchez à 2 h du matin avec 2 grammes d'alcool dans le sang, vous éliminez 0,15 à l'heure. Oui, donc ce que vous En nous 10 dites, c'est heures, que le lendemain matin, on peut encore être positif largement. et sous l'influence de l'alcool. Faut penser à ça. On va y revenir. Avant de passer aux 5 minutes pour convaincre, je voudrais juste qu'on vienne sur ce dossier qui a fait l'actualité, puisque Bernard Cazeneuve a présenté un plan d'expérimentation sur 3 axes routiers en France, de passer la vitesse sur les départementales de 90 à 80 km/h. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez que c'est une bonne expérimentation et que ça va dans le bon sens? Et est-ce que la vitesse, le problème de réglementation de la vitesse est l'unique mot ou l'unique problème dans les accidents de la route? J'imagine qu'avec ce qu'on vient de dire, vous allez nous dire que non, puisque l'alcool, les comportements ont une part aussi importante, mais on a entendu beaucoup d'associations se mobiliser aussi pour ça, pour que les vitesses soient réduites sur les routes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous? Bah écoutez, je crois que M. le ministre a été très, très prudent, très pragmatique en disant « je vais faire une expérience sur une portion de route dite accidentogène pour voir l'effet de cet abaissement de la vitesse. » Il faut rester très prudent sur les abaissements de vitesse. Faire baisser la vitesse d'une manière généralisée, ça me paraît très difficile et ça sera peut-être très difficilement acceptable. Cette expérience, si elle prouve qu'en diminuant la vitesse de 10 km/h, on a pu diminuer le nombre de tués de tant de pourcents, un chiffre significatif, ça sera une piste à explorer. Ça sera une piste à explorer. Parce Il faut rester vigilant sur cette piste. J'entendais des responsables d'associations qui expliquaient que quand on baisse d'1%, 1%, la vitesse sur une route, on arrive à presque 10% de morts en moins. Mais ils exagèrent un peu. Ils exagèrent un peu. Bon. Parce que là aussi, et on en parlera en seconde partie, on est confronté à des problèmes d'idéologie aussi, parce qu'il y a les défenseurs, et tout le monde, je pense, est d'accord pour dire qu'il faut baisser le nombre de morts sur la route, mais par exemple, les lobbies des fabricants auto, 40 millions d'automobilistes, par exemple, aussi, qui plaident toujours pour qu'on évite de baisser la vitesse. Ça crée des débats et des échanges un petit peu idéologiques. On va y revenir dans la seconde partie parce que ça sera intéressant aussi d'aller sur ce terrain-là. On va laisser passer un jingle. Je vais vous montrer des photos maintenant qui vont certainement vous faire réagir puisque il est temps de passer aux 5 minutes pour convaincre. Voilà, Jean-Louis Trani s'est équipé de ses lunettes pour mieux voir les photos qu'on va lui présenter. Je rappelle que vous êtes donc directeur de la prévention routière dans les Alpes-Maritimes. Je voulais vous montrer une première photo qui concerne justement les Alpes-Maritimes. C'est un panneau 110. Donc on parlait des départementales à 90. Dans les Alpes-Maritimes, dès qu'on passe la frontière du Var et jusqu'à l'Italie, l'autoroute est limitée à 110. On sait que le seuil maximum légal en France, c'est 130. Je crois que c'est Christian Estrosi qui avait pris cette mesure-là quand il était président du Conseil général à l'époque. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est lui qui a décidé d'abaisser à 110 la vitesse sur tout le département. Est-ce que vous pensez que dans notre département, c'est sage d'avoir abaissé cette vitesse à 110 ? Et est-ce que vous pensez que toutes les autoroutes de France, un jour, ont vocation à passer à 110 au lieu de 130 ? Écoutez, dans notre département, c'est le préfet Lamy qui a décidé de passer tout le département à 110. Vous voyez comme quoi j'avais une fausse idée. Il me semblait que c'était... Alors, vous avez raison parce que Christian Estrosi, le président du conseil départemental n'a pas le pouvoir. Mais il me semblait que c'était lui qui avait fait pression. Si vous voulez, voilà, j'en viens. Il y a eu une pression qui a été faite aussi par le sénateur maire de Cagnes, par M. Estrosi, sur le fait d'abaisser la vitesse dans le département. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé d'inconvénient, sachant que nous sommes dans une autoroute, on va dire urbaine.
Très sinueuse. Hein, très sinueuse. On parle d'autoroute de contournement, mais c'est très difficile. Ça tourne, ça monte, ça descend. C'est difficile d'avoir de la vitesse. Mais on était aussi confronté à l'époque à différents tronçons où on passait de 130 à 110, après on repassait à 90. Donc de mettre tout à la même vitesse, pour l'usager, on va dire que c'est un confort pour éviter. Il y a encore quelques passages à 90, mais c'est vrai que de 90 à 110, ça s'adapte. Ça s'adapte, mais de 130 à 110, c'était... Bon, ce qu'on pourrait regretter, et ce que je regrette en tant qu'usager, c'est qu'on se trouve confronté aussi avec des poids lourds qui, eux, vont rouler aussi vite, voire des fois plus vite que les voitures. Et l'usager de la route, l'automobiliste, a un sentiment d'injustice. Oui, et donc on en revient à ce problème de comportement aussi. Le comportement fait que... Alors, les chauffeurs de poids lourds, dans leur grande majorité, surtout les transporteurs français et européens, respectent la règle. Mais on a des conducteurs, disons, qui sont loin de respecter la règle. On est d'accord que le 110 dans les Alpes-Maritimes, pour vous, c'est bien. Sur une autoroute beaucoup plus droite, c'est pas nécessaire. On peut pas imposer cette règle à toutes les autoroutes françaises. Sincèrement, je ne le pense pas. Et j'aurais du mal à le comprendre. Un dernier mot sur cette question, on passera à la suite des photos. L'Allemagne, on parle beaucoup, et ça, je crois qu'on va faire tomber une idée reçue, on parle beaucoup des limitations en Allemagne, notamment en Bavière, où on peut rouler sans limitation, et on ne cesse d'entendre qu'il y a moins d'accidents. Vous avez une étude, alors, j'ai une étude sous les yeux qui prouve le contraire. Si on peut voir le titre. Circuler autrement, donc c'est... L'autoroute, un réseau sûr. Exact, donc c'est l'association de la prévention routière, donc c'est quelque chose de sérieux. Voilà. Alors, je vais vous lire, si vous permettez, ce qu'a dit le professeur Claude Gau. Quid du fantasme selon lequel les autoroutes allemandes seraient plus sûres que les françaises, en dépit d'une absence de limitation de vitesse sur la moitié environ du réseau germanique. Faux, tranche sur son site internet le professeur Claude Gau, le risque au kilomètre de voie et le risque au kilomètre parcouru sont plus élevés outre-Rhin qu'en France. Donc ça casse un petit peu les jambes. Ça casse un peu les idées reçues. Ça casse un peu les idées reçues, tout à fait. Ce fantasme que les autoroutes sont moins dangereuses en Allemagne. Donc voilà, ça c'est dit, comme ça c'est un argument en moins pour les amateurs de vitesse. On va passer à la seconde photo, je vais vous la montrer. On en a déjà dit un mot, c'est Bernard Cazeneuve, l'actuel ministre de l'Intérieur, qui décide, et c'est lui qui a décidé, qui a pris l'initiative d'imposer cette expérimentation. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est ministre de l'Intérieur, je ne parle pas spécialement de Bernard Cazeneuve, il faut du courage pour prendre des décisions sur la sécurité routière? On a l'impression, on n'arrête pas d'entendre que les lobbies automobiles, qu'on a peur de prendre des décisions pour ne pas fâcher les Français. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes d'accord avec ça, sur le fait que on a un petit manque de courage du côté des gouvernements? Attention, on ne stigmatise pas le gouvernement actuel. J'entends. Non, ce n'est pas un manque de courage. Ce n'est pas un manque de courage, mais il faut faire une étude et il faut prendre une décision. C'est quand même des fois de se précipiter et être obligé de faire marche arrière, c'est pas bien non plus. Donc il a fait le bon choix pour vous? Je pense qu'il a fait le bon choix. Il aurait pu agrandir le nombre de kilomètres. Il aurait pu. Mais il part sur une base, il va fort. C'est le côté j'accepte ou j'accepte pas. Souvenez-vous, il y a quelques années, quand on a mis les premiers radars de vitesse en place, ils ont été très bien acceptés parce qu'il y a eu une progression pédagogique pour que le Français accepte. Il y avait les panneaux aussi qui indiquaient avant, il y avait une certaine pédagogie, c'est vrai. Et on est passé quand même de 8000 tués à 4000. Donc pour vous, ça a porté ses fruits? Ça a porté ses fruits. Bon, après, maintenant, on peut critiquer l'implantation des radars. Mais je pars au départ, c'était bien. Vous parlez des radars, on va justement parler de répression. Regardez ces images. Alors, c'est assez rare dans cette émission, mais là, on a des images. C'est un reportage qu'on a fait dans notre JT sur ces tests rapides de détection de produits stupéfiants. On a tous, je pense, les gros utilisateurs de voitures soufflé une fois dans le ballon pour savoir si on avait bu de l'alcool. La détection des stupéfiants, jusqu'à présent, il fallait aller au commissariat, se faire une prise de sang, attendre les analyses. Là, avec ces tests rapides qui sont en expérimentation, on va pouvoir savoir quasiment en temps réel, comme avec
les alcotests, si la personne arrêtée a consommé des stupéfiants ou pas. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la consommation de cannabis, de drogue, de cocaïne, ça représente une part importante des infractions qu'on commet sur la route. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent le volant en ayant fumé ou sniffé de la cocaïne? Et est-ce que pour vous, ces tests-là doivent être imposés le plus rapidement possible? Vous savez, ça fait quelques années que dans les Alpes-Maritimes, on a mis en place un système pour dépister la consommation de stupéfiants. Il y a beaucoup de personnes qui roulent sous l'emprise ou en ayant consommé des stupéfiants. Il est vrai. Ce test aura un avantage. Nous avions mis en place dans ce département, et il est toujours en exercice, un véhicule qui permettait un dépistage urinaire. C'était quelque chose de très rapide. Ensuite, il y avait la prise de sang. Et ensuite, il fallait attendre 2-3 jours pour avoir le résultat du THC, c'est-à-dire de la quantité de drogue contenue dans le sang. Voilà. L'avantage de ces tests, c'est qu'on le saura de suite. Et donc, du coup, il y aura cette espèce d'impunité, ou en tout cas, pas d'impunité, mais d'esprit. J'ai fumé, de toute façon, je ne me ferai pas attraper. Je me ferai dépister à la limite pour l'alcool, mais personne ne viendra me faire ma prise de sang. Ça va peut-être aussi freiner quelques comportements. Ça va freiner des comportements, et puis ça va faire prendre aussi conscience que le stupéfiant n'est pas forcément quelque chose qui n'est pas nocif. Alors on va parler d'éco-conduite dans quelques secondes, vous allez nous expliquer ce que c'est, parce que ça c'est une méthode aussi de prévention, parce qu'il n'y a pas que la répression. Je voudrais qu'on parle de deux choses, on essaye d'avancer parce qu'on va être pris par le temps. Il y a d'abord l'attitude des jeunes par rapport à la conduite, cette espèce d'insouciance qui fait qu'aujourd'hui les jeunes pensent peut-être qu'on peut conduire en ayant bu, on peut conduire en ayant consommé des stupéfiants. Est-ce que ça c'est un problème aujourd'hui dans l'esprit des jeunes? Et puis dans notre région, le problème des deux roues, parce que si je prends les chiffres, alors ça n'a pas augmenté entre 2013 et 2014, mais par contre les accidents de moto et de cyclo restent largement majoritaires, évidemment dans le constat terrible des décès. Donc est-ce que ces deux questions sont pas essentielles pour notre région, donc dans les Alpes-Maritimes et sur la Côte d'Azur? Un, la sensibilisation auprès des jeunes, public principal, et deux, bien mettre un casque, s'équiper, ne pas rouler en tongs par exemple ou en short, ça évitera un certain nombre de drames. Alors, pour les jeunes, il y a des associations jeunes qui font énormément d'opérations capitaine de soirée ou SAM. Il y a, en partenariat avec la préfecture, la prévention routière, on fait énormément d'actions SAM, capitaine de soirée. Et le jeune, en général, a pris conscience que pour entrer, il valait mieux qu'il soit... Vous avez senti ces dernières années que les mentalités sont en train d'évoluer. Lorsqu'on faisait des contrôles, puisqu'à l'époque, maintenant j'en fais plus, le jeune qui conduisait était rarement alcoolisé. Ah oui, donc... Ils avaient pris conscience, mais nous, le message que nous demandons de faire passer, c'est dire attention, ce soir, vous êtes rentré tranquille, mais pensez à demain que vous ne preniez pas la route sans oublier que vous avez bu. Voilà. Donc le jeune, en général, dans ce département et dans d'autres, j'espère, a pris conscience. Maintenant, le problème du deux roues, c'est un phénomène qui a changé dans notre département. Déjà, premièrement, il y a de plus en plus de personnes qui se mettent aux deux roues pour un confort personnel. Je vais pouvoir partir un peu plus tard de la maison parce que je ne vais pas être coincé dans les embouteillages. On peut s'allomer, voilà. Il fait chaud, c'est pas désagréable. Je vais pouvoir me garer facilement, etc. Donc on est passé du motard qui faisait ça vraiment par passion au motard maintenant qui fait ça motard pratique. Par obligation. On va dire. C'est un moyen de locomotion comme quand on prend sa voiture. Et le souci que nous rencontrons, c'est qu'à un moment donné, le motard oublie que sa carrosserie, c'est sa peau. Et que si, entre sa peau et le goudron, il ne met pas un équipement, ben c'est sa peau qui va servir de râpe. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est toujours de leur dire le casque, une évidence, mais également une protection des doigts de pied jusqu'aux extrémités des mains, en passant par le cou. Équipez-vous. Hein, on ne met pas de gants. Pourquoi on ne met pas de gants? Pourtant, quand vous butez, que vous trébuchez, qu'est-ce que vous mettez en avant? Oui, les mains. Oui. Les mains. C'est comme quand on chute. Eh ben, quand vous êtes... moi, je me souviens quand j'étais petit, même plus grand,
quand je suis tombé, que j'ai mis les Oui, mains on en s'attrape avant, toujours avec les mains. je me suis souvent égratigné et je tombais à quoi? À 5 à l'heure. Et là, le jour où ces personnes prendront conscience que leur peau, c'est pas de l'acier, c'est juste une petite pellicule. Et après la pellicule, il y a l'os. Donc on s'équipe. On s'équipe. Voilà. On va terminer, il nous reste moins d'une minute, mais je voudrais quand même qu'on dise un mot de l'éco-conduite parce que vous faites des formations, Oui, on fait des formations autour de ça et c'est une façon, j'allais dire alternative, mais différente en tout cas d'appréhender la sécurité routière. Donc expliquez-nous un petit peu le concept de l'éco-conduite. On a l'impression que c'est simplement de faire de l'économie d'énergie, mais pas seulement. Expliquez-nous et ce que vous apprenez aussi à vos stagiaires. Alors nous, l'éco-conduite, on leur apprend à conduire en anticipant, en prévoyant. On leur explique que s'ils roulent à une distance assez grande ou suffisante du véhicule qui les précède, ils auront tout le temps d'analyser. Ils économiseront le coup de frein. C'est-à-dire qu'au lieu d'être obligés de freiner, en lâchant l'accélérateur, on va ralentir et on va repartir en souplesse derrière. Ça fait partie. Donc conduite plus agréable, on fait des économies de plaquettes de frein, de pneumatiques, d'essence. Et surtout de tranquillité et d'espace. Vous savez, on travaille avec une grande entreprise. Et à la fin de la journée, on leur a fait un parcours le matin où ils ont conduit à leur manière. L'après-midi... Ça, c'est chez ERDF. Oui. Ouais. Ça, je le sais parce que je connais quelqu'un qui a fait ce stage et qui en est ressorti d'ailleurs très content. Et qui a été diagnostiqué comme conducteur un petit peu impulsif et énervé alors qu'il n'en avait absolument aucune idée. Donc vous voyez comme quoi c'est payant. Et l'après-midi, ils se rendent compte qu'ils ont gagné du temps, qu'ils ont fait une moyenne plus élevée et qu'ils étaient plus tranquilles. Donc, les distances de sécurité, c'est l'élément de base qu'on peut donner à tout le monde. Si vous permettez, on va tordre aussi le cou à une idée reçue. Je vous en prie. Les gens disent, oui, mais si je laisse de la place entre moi et le véhicule qui me précède, quelqu'un va venir s'intercaler. Je sais ce que vous allez dire, mais allez-y. Et nous, dans notre formation, on dit tout le temps, on prend l'exemple du train. Quand vous êtes dans un train, que vous soyez dans le wagon de tête, du milieu ou de queue, on arrivera à la même heure. Donc si une voiture s'intercale, c'est pas grave, vous arriverez à la même heure qu'elle. Voilà. Et même des fois, avant elle, puisqu'elle sera peut-être obligée de s'arrêter pour faire du plein que vous n'en ferez pas. Et il y a une autre affirmation qu'on peut donner aussi, puisque c'est ce que vous m'avez dit quand on a préparé cette émission, quand on part avec un quart d'heure de retard, ça sert à rien, on n'arrivera jamais à rattraper ce quart d'heure. Donc c'est pas la peine d'aller vite, c'est pas la peine de prendre des risques, et c'est surtout l'importance d'être vigilant. Et j'avais rajouté, si vous permettez. Je vous en prie. Il vaut mieux arriver 5 minutes en retard dans ce monde que 5 minutes trop tôt dans l'autre. Et bien voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Louis Trani d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie de m'avoir invité. Ce dossier important puisqu'on est à la veille d'un long pont. Les routes vont être chargées. Soyez vigilants, soyez prudents. Ne buvez pas évidemment quand vous prenez le volant. Respectez les distances de sécurité. Respectez les limitations de vitesse. Ça ne sert à rien d'arriver trop tôt dans le monde de l'au-delà, si l'on peut dire. Merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Face à Face. Très bonne soirée sur Azure TV.